Deux projets de loi ont été adoptés sans amendement au Sénat aujourd'hui. Le premier, le projet de loi numéro 002/2024, vise à modifier et à compléter certains articles du Code pénal concernant le viol. Le second, modifiant la loi 2014-020, concerne les collectivités locales décentralisées pour la nomination des présidents de délégations spéciales dans les communes. L'entreprise en bas de vie rencontre quelques difficultés. Elle a annoncé le report de plusieurs projets d'investissement prévus pour cette année, en plus de diverses mesures internes de réduction des coûts. Dans l'actualité internationale, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III est atteint d'une forme de cancer. Le souverain a déclaré être très optimiste quant à son traitement qui a débuté hier. Il espère pouvoir reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Le projet de loi numéro 002/2024 visant à modifier et à compléter certains articles du Code pénal relatifs au viol a été adopté sans amendement au Sénat aujourd'hui. Cette proposition met l'accent sur le recours à la castration chimique pour les individus responsables de viol. Selon les sénateurs, l'instauration de cette loi est cruciale, étant donné le nombre élevé de cas de viol dans le pays. Des mesures doivent être prises pour lutter contre ce fléau. On peut et doit appliquer cette loi. En tant qu'être humain, les criminels méritent des sanctions plus sévères, non pas par vengeance, mais dans le but d'éduquer la société afin de dissuader la commission du crime de viol. Les sanctions pour de tels actes sont strictes et le gouvernement ne fera pas preuve d'indulgence à cet égard. Ainsi, le gouvernement démontre son respect envers les droits de chacun, notamment les droits des femmes et des enfants, ainsi que ceux de la société dans son ensemble. La mise en œuvre de la loi dans notre pays reste insatisfaisante, comme en témoignent les dernières années. Une sénatrice élue au nom du parti Malakas Mialamiang a souligné la nécessité de faire respecter tant les lois existantes que celles récemment votées. J'ai été députée avant de devenir sénatrice et j'ai constaté qu'il existe de nombreuses lois à Madagascar. Elles sont d'ailleurs suffisantes, mais c'est leur application qui manque de rigueur, étant souvent laxiste. Même si de nouvelles lois sont constamment créées sans une application effective, cela ne sert à rien. Je tiens à encourager tout le monde, pas seulement les élus ou les responsables nommés, à faire des efforts pour respecter la loi, car nul n'est au-dessus de la loi. Le projet de loi modifiant la loi 2014-020 a été également adopté sans amendement au Sénat qui concerne les collectivités décentralisées, notamment la nomination des présidents de délégations spéciales dans les communes. Selon les observateurs de la vie nationale, le gouvernement ne devrait pas tarder à émettre le décret d'application de ces lois qui ont été adoptées par les deux chambres du Parlement. De plus, il doit veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et respectées. L'entreprise en bas de vie a annoncé qu'elle devrait reporter un certain nombre de projets d'investissement prévus pour cette année, ce qui va affecter les entreprises sous-traitantes concernées, outre diverses mesures internes de réduction des coûts. Selon les responsables, ces mesures, bien que difficiles, sont nécessaires pour s'adapter aux conditions du marché, afin que la compagnie puisse continuer à jouer un rôle important pour Madagascar. En effet, les prix du nickel et du cobalt sur le marché international ont connu une baisse significative et soutenue depuis janvier 2023, avec une chute de près de 50% des cours. Outre leur qualité, l'un des paramètres déterminants des prix du nickel et du cobalt est la méthode d'extraction et le pays où cela est réalisé. Dans un monde de plus en plus conscient de l'impact environnemental de l'exploitation minière, les contrats sont immédiatement résiliés si le taux d'émission de gaz à effet de serre est jugé élevé. Ainsi, les entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales ont du mal à obtenir des marchés sur la scène internationale. Un exemple notable est celui de l'Indonésie, où le charbon est utilisé pour l'extraction du nickel par une entreprise sous couvert d'une société chinoise. En raison de ces deux facteurs, les entreprises de fabrication de voitures électriques en Amérique du Nord et dans les pays occidentaux refusent les produits au nickel provenant d'Indonésie pour des raisons tant politiques qu'environnementales.
Cette baisse des prix est également attribuée à un contexte économique international incertain ainsi qu'à une augmentation de l'offre de nickel due à l'arrivée de nouveaux projets sur le marché. Cela a un impact significatif non seulement sur les entreprises mais aussi sur les prix de ces matières sur le marché international en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande. Si le prix du nickel était de 25 400 € par tonne au début de l'année 2023, il est actuellement tombé à 14 780 € par tonne. À l'instar d'Ambat V, les sociétés minières de nickel et de cobalt du monde entier ont pris des mesures pour faire face à cette situation. Ainsi, l'entreprise Ambat V traverse actuellement des difficultés majeures. Cependant, la question d'une éventuelle vente d'Ambat V n'est pas à l'ordre du jour. Ambat V a réaffirmé son engagement envers la production durable de nickel et de cobalt de haute qualité à Madagascar pour créer ainsi une valeur ajoutée importante pour le pays. Le verdict de l'affaire du député Fitch a été reporté au 12 mars, selon l'ordonnance préliminaire rendue aujourd'hui par le tribunal. En outre, les personnes arrêtées lors du mouvement pacifique ont écopé d'une peine d'1 an de prison avec sursis. Rappelons que 5 d'entre elles avaient été placées en garde à vue. Si la sortie du verdict concernant l'affaire du député Fitch avait déjà été reportée auparavant, elle a de nouveau été reportée selon une ordonnance préliminaire. Cette ordonnance a indiqué que les exceptions soulevées par la défense avant tout débat sur le fond qui concerne les manquements à la Constitution seront envoyées pour examen à la Haute Cour constitutionnelle. Par conséquent, le verdict a été repoussé au 12 mars. Le procès du député Fetchelralab Savmouloul pour incitation de la population à participer à des manifestations sans autorisation s'est déroulé le 12 décembre dernier. Au cours du procès, ses avocats ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité en invoquant l'immunité parlementaire de leurs clients et ont souligné la nécessité de suivre une procédure spéciale pour les députés en pleine session parlementaire. Le verdict du tribunal concernant par Sorakotmang, président de Rajna syndical, et le professeur Sami Grégoire Velnirin, président du CC Saint-Anna-Najiv, a également été rendu aujourd'hui. Les deux ont été condamnés à une peine de 30 mois de prison avec sursis. L'ancienne directrice de cabinet de la présidence, Romivo Sandianarsou, et son complice Philippe Tabuteau comparaissent aujourd'hui le 6 février devant le tribunal de la couronne de Southwark à Londres pour tentative de corruption envers l'entreprise Gamefields. Rappelons que Romivo Sandianarsou a été arrêté à Londres le 10 août 2023. Chacun attend ainsi le verdict de ce procès qui pourrait avoir un impact significatif sur la situation nationale à Madagascar. Les autorités britanniques examinent minutieusement cette affaire et de nombreux noms pourraient être dévoilés, impliquant tous ceux qui ont été directement ou indirectement mêlés à cette grande affaire de corruption. Selon les explications, il est possible que des personnalités de haut rang à Madagascar, qu'elles soient élues ou nommées, soient également impliquées. L'attention des observateurs de la vie nationale est actuellement tournée vers Londres pour découvrir la vérité dans cette affaire qui ternit l'image de Madagascar. Le procès de cette ancienne directrice de cabinet de la présidence et de son complice est en cours et son dénouement sera rapporté ici pendant le journal. 26 ans plus tard, les anciens salariés déflatés de la BDM et de la BFV attendent toujours le versement des 20 millions d'ariages qui leur sont dus dans le cadre du plan social de privatisation suite à leur démission volontaire en 1998. Selon les travailleurs concernés, ils étaient environ 1178 au départ et se sont unis pour réclamer cette compensation. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas abouti et ils ont alors intenté une action en justice. Mais le nombre de ceux qui ont osé poursuivre la lutte en justice a diminué au fil des ans. En 2009, le Conseil d'État a émis un décret obligeant le gouvernement malgache à verser cette somme à ses anciens salariés de la BDM et de la BFV. Cependant, jusqu'à présent, cette décision de la Cour n'a jamais été mise en œuvre. Tout dire franchement, refus pur et simple Soyons francs, ce que l'État fait à notre égard est un refus pur et simple. Ils affirment que la non-application du décret n'est pas pertinente, arguant que notre dossier a été clôturé depuis longtemps et qu'il n'est plus à l'ordre du jour. Cependant, nous ne demandons pas la réouverture de notre dossier d'agents déflatés, mais seulement l'application de ce décret.
Ce qui est le plus étrange et déplorable, c'est qu'ils ont émis une lettre de clôture du dossier 32 mois après le décret du Conseil d'État. Ensuite, 11 mois après cette lettre de clôture, ils l'ont eux-mêmes rendu nulle part un autre décret concernant le versement de la compensation demandée par le groupe des 13. Cela ne signifie-t-il pas simplement que leur lettre de clôture est désormais nulle et non avenue? Telles sont les explications fournies par le gouvernement à présent. On a vu les lettres de clôture en attente. C'est ainsi que ces anciens salariés, réunis dans l'association Groupe des 13, exhortent la mise en application de ce décret. Ils ont engagé des poursuites judiciaires et sont déterminés à obtenir cette somme jusqu'au bout. Depuis tout ce temps, ce que nous demandons est simplement l'application du décret promulgué le 20 juin 2009. Nous réclamons cela en espérant que Madagascar demeure un état de droit où l'autorité de la chose jugée est respectée. Nous vous prions donc de bien vouloir débloquer enfin notre argent en mettant en œuvre ce décret. Cependant, nous tenons à souligner qu'il n'est plus acceptable de débloquer notre argent sous forme de projet impliquant un crédit remboursable. Nous ne pouvons plus tolérer cette situation. Certains de nos collègues ont déjà bénéficié de cet argent il y a 15 ans et nous estimons que pour nous, qui avons attendu plus de 20 ans, il n'est plus juste que nous subissions cela. Nous demandons un traitement équitable. Malgré les changements de dirigeants survenus au cours des 26 dernières années, la continuité de l'État doit être respectée et le décret rendu par la Cour demeure en vigueur, selon les explications. Les membres du groupe des 13 exhortent ainsi aux dirigeants et les responsables concernés à réexaminer attentivement cette affaire. Les employés de l'entreprise B-Textile à Nousva-Vakambo-Manage ont entamé une grève aujourd'hui pour exiger la mise en place d'une indemnité de repas ou la fourniture de repas du personnel sur leur lieu de travail, ainsi que l'augmentation de leur classification. Cela fait 12 ans que les travailleurs de cette entreprise réclament ces améliorations, mais les propriétaires de l'entreprise continuent de les ignorer jusqu'à présent. Notre principal problème au sein de cette entreprise est l'indemnité de repas. Cela fait maintenant 12 ans que nous la réclamons sans succès. Malgré 3 appels à l'inspection du travail, cela est resté sans réponse et nos employeurs ont toujours refusé d'accéder à notre demande. Nous avons donc décidé d'intenter une action en justice, mais la date du procès demeure inconnue. Face à cette impasse, nous avons opté pour la grève. De plus, notre classification reste insongée à S1, alors que certains d'entre nous comptent jusqu'à 10 ans d'ancienneté, sans aucune perspective d'augmentation. Nous exigeons donc non seulement la mise en place d'une indemnité de repas ou la fourniture de repas du personnel, étant donné que notre salaire est modeste, mais également une révision de notre classification. Nous sollicitons également l'intervention du ministre du Travail pour qu'il examine de près cette affaire. Lors de la visite de nos journalistes sur les lieux, l'entreprise était fermée et tous les employés ont été soumis à un contrôle de badge, une situation qui a été déplorée par les travailleurs qui n'ont pas pu accéder à l'entreprise. On nous avait informé qu'il fallait présenter un badge pour accéder à l'entreprise. Ce matin, nous avons trouvé l'entreprise fermée et tous les employés à l'extérieur. Les responsables ont déclaré que ceux qui ne supportaient pas la situation étaient libres de démissionner. Cette déclaration a intimidé certains employés. Cette entreprise, qui opère dans le domaine du textile à Nousva-Vakambo-Manage, compte environ 700 employés. Ces derniers ont affirmé ne pas vouloir abandonner et sont déterminés à poursuivre leur lutte tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. De nombreuses procédures essentielles à l'abattage de bovins ne sont pas suivies dans le pays, a souligné le directeur général de l'élevage, en particulier en ce qui concerne la diète hydrique. Cette négligence est particulièrement notable à Antananarivo et a des conséquences nocives sur la population qui consomme la viande de bœuf vendue sur les marchés locaux. Selon les explications, plusieurs conditions doivent être respectées avant l'abattage, mais elles ne sont généralement pas respectées. L'une de ces conditions est que les animaux ne doivent pas être nourris pendant les 24 heures précédant leur mise à mort. Normalement,
Ceux qui pratiquent l'abattage de bœufs ont des procédures spécifiques à respecter, notamment la mise en œuvre de la diète hydrique avant l'abattage des animaux. Cela implique de ne pas nourrir l'animal et de l'encourager à boire davantage d'eau quelques heures avant l'abattage. L'objectif est d'obtenir une viande de meilleure qualité et de réduire le stress chez les animaux. Cette procédure impacte également la couleur de la viande. Selon les médecins, la négligence des procédures dans le traitement des viandes de bœuf abattues à l'abattoir peut entraîner diverses maladies. Les microbes, par exemple, peuvent contaminer la viande, d'où la nécessité d'une manipulation stricte et d'un contrôle rigoureux. Les viandes sur le marché qui ont été validées par les vétérinaires sont consommables, mais nous encourageons les citoyens de bien cuire la viande avant de la consommer. Cela permet d'éliminer les microbes qui peuvent être présents dans de la viande. 4 régions de Madagascar se distinguent particulièrement pour l'élevage bovin, qui est une source de subsistance pour de nombreux éleveurs. La région d'Anoussi, Anjoui, Antsimanjefan et Yourbe. Outre la production de viande, le lait est également un produit important issu de l'élevage bovin. Face au non-respect des normes d'abattage de bœufs, le gouvernement a-t-il une politique et une stratégie en place? Se demandent les observateurs de la vie nationale. La viande de bœuf est pourtant l'un des produits les plus prisés sur le marché local. Le cancer d'un roi, et c'est tout un royaume qui sombre dans l'incertitude. L'annonce de Buckingham Palace hier soir est une première pour la famille royale. Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté et des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer. Une communication qui intervient une semaine exactement après l'opération du roi pour une hypertrophie de la prostate. Pour l'heure, Buckingham Palace ne donne pas plus de précisions sur le type de cancer ni sa gravité, mais précise qu'il ne serait pas en lien avec sa récente chirurgie. Un acte de transparence inédit qui tranche avec le secret qui entourait la santé de la reine Elisabeth. Il est le premier monarque britannique de l'ère moderne à avoir été atteint publiquement d'un tel cancer alors qu'il était sur le trône. Mon sentiment personnel, c'est que les gens applaudiront cette ouverture et qu'ils reconnaîtront que la franchise des acteurs de la vie publique présente des avantages pour d'autres personnes. Un nouveau coup dur pour la famille royale britannique qui expose désormais au grand jour l'état de santé de ses membres. Au-delà du monarque de 75 ans, la princesse Kate a elle aussi récemment été hospitalisée pendant 2 semaines après une opération abdominale. Sa convalescence doit durer jusqu'à Pâques. Le roi, lui, continuera à s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives, comme d'habitude, assure le palais. Seuls ses engagements publics ont été suspendus, mais pas question de céder la main. Il est peu probable que le prince William prenne la place du roi Charles ou assume ses responsabilités à ce stade. Ce n'est pas ainsi que les Britanniques procèdent. Ils règnent vraiment jusqu'à leur mort et les autres personnes sont là pour les soutenir du mieux qu'elles peuvent. Charles III pourra notamment compter sur le soutien du prince Harry. En froid depuis des mois avec la famille royale, il a annoncé quitter son exil californien pour venir au Royaume-Uni dans les prochains jours.